Mesdames, Messieurs, ouvrons ce point de l'économie avec l'information relative à la signature d'un protocole d'accord entre la société britannique Oriole Ressources Cameroun et l'entrepreneur minier BCM International Limited. Selon l'annonce qui a été faite le 20 novembre dernier, la société BCM International Limited basée au Ghana pourrait obtenir jusqu'à 50% d'intérêt dans le projet aurifère Bibemi, détenu à 92,2% par Oriole, en échange de paiements en espèces et de travaux d'exploration sur l'actif situé au Cameroun. BCM effectuera un paiement initial en espèces de 500 000 $ à Oriole au plus tard le 31 décembre 2023, sous réserve d'un accord définitif entre les deux sociétés. 3 autres paiements en espèces sont prévus, dont 1 million de $ à Oriole si une ressource minérale d'au moins 1 million d'onces d'or est identifiée sur le projet. Un autre paiement de 1 million de $ si la ressource atteint 2 millions d'onces. Et enfin, un dernier paiement de 1 million de $ en cas de mise à jour d'une ressource minérale de 3 millions d'onces à Bibemi. Les travaux d'exploration d'une valeur de 4 millions de $ seront menés sur le projet Bibemi à partir du premier trimestre 2024. BCM mènera surtout des travaux de forage visant à améliorer la première estimation de ressources minérales de Bibemi. Publiée fin 2022, cette estimation a montré que le projet héberge plus de 300 000 onces d'or dans la catégorie inférée. Rappelons que le secteur minier représente moins de 1% du PIB du Cameroun, une situation qui peut évoluer avec le développement de projets comme Bibemi. En 2024, Oriole Ressources compte achever différentes études, puis soumettre une demande de permis d'exploitation minière en vue de la construction d'une mine d'or. 570 milliards de francs CFA, c'est le montant qui a été injecté dans 3 projets structurants au Cameroun par la Banque mondiale. Les accords de financement y relatifs ont été paraphés le 20 novembre dernier à Yaoundé entre le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diangana, et le ministre camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mi. Le premier accord d'un montant de 180 milliards de francs CFA vise le financement du programme P4R. Premier du genre au Cameroun, il a pour objectif d'améliorer la performance financière du secteur de l'électricité, d'accroître le taux de couverture électrique et d'améliorer la performance des acteurs du secteur. Le programme devrait permettre l'électrification de 211 ménages. Plus précisément, le projet de la Banque mondiale va garantir le paiement en temps voulu de la consommation d'électricité par les services publics, de la compensation annuelle par le ministère des Finances à Eneo. Le deuxième accord d'un montant de 140 milliards de francs CFA concerne le projet PACRI pour l'amélioration de la connectivité, la résilience et l'inclusion le long de l'axe routier Morada-Banga-Kousseri. Ce projet contribue directement au programme de reconstruction de la région de l'extrême nord. Réparti en 2 composantes, le projet ambitionne améliorer la connectivité, la sécurité routière et la résilience climatique le long de ce tronçon, mais aussi l'accès aux infrastructures socio-économiques de base pour les communautés sélectionnées dans l'extrême nord. Le dernier accord d'un financement de 180 milliards de francs CFA vise à financer le projet Prologue pour la gouvernance locale et la résilience des communautés. Il est divisé en 4 composantes, notamment la mobilisation communautaire, l'inclusion économique, le renforcement des capacités des CTD et enfin la gestion du projet. Il vise le renforcement de la gouvernance locale. Le prologue sera mis en œuvre dans 6 régions, l'extrême nord, le nord, l'Adamawa, l'est, le nord-ouest et le sud-ouest.
8 mois après la mise en service de la centrale solaire de Sakai, les autorités centrafricaines ont inauguré le 17 novembre dernier la deuxième centrale solaire de Danzi, village situé à 22 km au nord de la RCA. Financée à 19 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, c'est en 2020 qu'ont débuté les travaux de cette centrale solaire. Construite sur une superficie de 70 hectares, cette installation a une capacité de 25 MW et comporte près de 47 000 panneaux solaires. Une réalisation faite dans le cadre du projet d'urgence de fourniture et d'accès à l'électricité Purcell, approuvé par le conseil d'administration de la Banque mondiale en février 2019. Pour le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, l'énergie solaire est une artère vitale de l'économie. Selon lui, la construction de la centrale solaire photovoltaïque de Danzi s'inscrit dans la ligne du programme de renforcement institutionnel du secteur de l'énergie, qui est l'un des programmes prioritaires de la politique énergétique nationale et fait partie des objectifs fixés lors de la COP 21 à Paris. Le chef de l'État a indiqué que l'inauguration de cette centrale photovoltaïque témoigne l'engagement du gouvernement à diversifier les sources de production de l'électricité en mettant l'accent sur la valorisation des énormes potentialités hydroélectriques, solaires et en biomasse, conformément à la volonté politique exprimée dans le cahier de charges du département de l'énergie. À l'arrivée au pouvoir en 2016, la Centrafrique ne produisait que 25 MW d'électricité. Aujourd'hui, la production est passée de 100 MW pour des besoins qui se situent à 250 MW. Une grande avancée donc pour combler les 150 watts restants. Selon le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du centre Ousmane Diangana, cette centrale va satisfaire en électricité la ville de Bangui et ses environs, dont la population est estimée à plus d'1 million d'habitants. Au Gabon, après 60 jours d'audit de plusieurs entreprises ayant passé des marchés avec l'État gabonais, la task force de la dette intérieure et extérieure a rendu ses premières conclusions. Selon son rapport d'étape rendu public le 15 novembre dernier, des créances dues au paiement des impôts d'environ 66 milliards de francs CFA ont été détectés au cours de l'audit et une partie de cette dette a été recouvrée en collaboration avec la Direction générale des impôts. D'après le rapport, c'est près de 20 milliards de francs CFA qui ont été recouvrés auprès des entreprises et près d'une quarantaine d'entreprises qui a fait l'objet d'auditions auprès de la task force. Les engagements fiscaux à recouvrer sont évalués à hauteur de 46 milliards de francs CFA. Par ailleurs, la task force pilotée par Pierre Duro affirme avoir recouvré une centaine de milliards de francs CFA sur près d'une cinquantaine de comptes bancaires des personnes physiques et morales. Outre ces sommes d'argent recouvrées, l'audit de la task force sur la dette intérieure et extérieure du Gabon a permis en 60 jours de détecter de manière globale des surfacturations dans la réalisation de plusieurs marchés passés avec l'État gabonais. Le non-respect des procédures des marchés publics, le détournement des fonds des projets. Dans le rapport de la task force, en effet, plusieurs entreprises ont été épinglées pour des surfacturations et des fraudes entre autres dans l'exécution des marchés publics passés avec l'État. Par exemple, Sobeya, entreprise de travaux publics et génie civil, est accusée d'avoir surfacturé le projet d'aménagement des bassins versants de Guégué, Loé, Iaï et Terre Nouvelle, financé grâce à un prêt de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale en abrégé BDA. Selon le rapport, l'entreprise de BTP aurait effectué une surfacturation de plus de 7 milliards de francs CFA sur les prix unitaires
ainsi que des paiements des prestations non réalisées en complicité avec la mission de contrôle CIRA Mali et les équipes de l'unité de coordination de l'étude et des travaux U7 du ministère des Travaux publics. Par exemple, le prix unitaire d'un moustiquaire imprégné a été facturé à 55 000 francs CFA au lieu de 7 000 francs CFA et pour des blocs latérites, Sobeya a facturé 106 000 le mètre cube sur le site au lieu de 50 000 francs CFA. À en croire la task force, Sobeya a reconnu la surfacturation et a donné son accord pour réaliser à titre de compensation des voiries sur Libreville sur un linéaire de 8,5 km. La task force a révélé également que l'Agence nationale des parcs nationaux a reçu plus de 85 milliards de francs CFA au cours de ces dernières années et aucun projet concret d'infrastructure n'a été réalisé. L'on peut également citer des cas de surfacturation détectés sur les travaux de construction du lycée technique de Ngamba par l'entreprise SOAF ainsi que des surfacturations de 1,5 milliard de francs CFA par l'entreprise Zenab sur le projet relatif au pavage des voiries prioritaires de Grand Libreville au niveau du carrefour Rougué-Cimetière Igomé, long de 4 km. Des irrégularités sont aussi à déplorer sur le projet de renforcement de la production d'eau potable du Grand Libreville par l'entreprise Orient Green Construction. À l'issue de cet audit, la task force pilotée par Pierre Duro a recommandé à l'État de prendre des mesures urgentes et fortes en mettant en place une politique radicale qui viserait à assainir les finances publiques, mais également à lutter contre l'enrichissement illicite et les détournements des fonds publics. Ce, afin de garantir un meilleur avenir concernant la gestion des fonds dédiés aux projets prioritaires. En Angola, le gouvernement a lancé le 17 novembre dernier un appel d'offres pour l'aéroport international nouvellement construit à Luanda pour une durée pouvant aller jusqu'à 40 ans. Baptisé aéroport international du Dr Antonio Agostinho Neto, en l'honneur du premier président de la République populaire d'Angola, l'aéroport a été officiellement inauguré le 10 novembre dernier, 6 ans après la date initialement prévue pour son achèvement. Construit par la Chine pour un investissement global estimé à plus de 3 milliards de dollars, il s'étale sur une superficie totale de 1324 hectares et dispose d'une capacité de 15 millions de passagers et 130 000 tonnes de fret par an. Selon le ministre angolais des Transports, Ricardo Viega Dabreu, l'État est à la recherche d'un acteur capable d'ouvrir de nouvelles routes, de nouvelles destinations et de faire venir de nouveaux transporteurs à Luanda et en Angola. Car l'objectif est de faire de Luanda une plaque tournante très importante en termes de transit de passagers. Surtout que la concession de l'aéroport aura une durée de 25 ans avec une possibilité de prolongation de 15 ans supplémentaires. Le ministre angolais des Transports a précisé d'autre part que Luanda a déjà reçu plusieurs lettres d'intérêt de candidates. C'est avec cette information que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes médias. Restez connectés.